C'est le dernier rendez-vous, 8e étape des Triathlon Series. Et toujours pas pour l'instant de réponse quant à l'identité de la championne ou du champion du monde. Ils seront élus à l'occasion, justement, Laurent, de cette ultime course de la saison. Et c'est bien ça l'intérêt de cette course. Le classement est très serré, elles sont encore 5 à pouvoir prétendre, ou 6 à pouvoir prétendre à l'ensemble du podium. Donc c'est tout le suspense que va nous réserver cette course, parcours que l'on connaît bien puisqu'on a pu le découvrir l'année dernière et l'année précédente pour le test event, évidemment l'année dernière, sur les Jeux Olympiques. Alors bien sûr, on parle des Triathlon Series, on parle des titres élites chez ces messieurs et chez ces dames, mais il y aura aussi des titres décernés dans les catégories autres comme celles des juniors, des moins de 23 ans, des groupes d'âge, des paratriathlètes, enfin bref, 8500 concurrents sont inscrits ici à Londres à l'occasion de ce rendez-vous, je dirais, assez visible. Vous le disiez Laurent, c'est ici même que les Jeux Olympiques se sont, disputés l'année dernière, et puis on se souvient bien sûr de la performance de Nicolas Spirig et de Alistair Brownlee. Peut-être l'occasion, notamment pour Javier Gomez et d'autres triathlètes, de tenter de prendre leur revanche en quelque sorte. Des conditions qui ne seront pas tout à fait les mêmes pour ce qui concerne les courses, du samedi et celles du dimanche. Et oui, une température de l'eau relativement fraîche mais assez clémente malgré tout, c'est un peu plus de 16 degrés, donc natation avec la combi. On a même vu que Gwen Jorgensen avait décidé de mettre la cagoule sous le bonnet, et puis c'est surtout 12 degrés dehors pour ces demoiselles et la route très très humide, donc il va falloir être très très prudente, savoir gérer les contraintes environnementales, c'est aussi le principe même de ce type de course. Elle est pour l'instant le numéro 1 ou la numéro 1 au classement général, 3 victoires cette saison, Gwen Jorgensen, l'américaine qui retient toute l'attention et qui sait pertinemment qu'elle aura fort à faire parce que ses concurrentes directes s'appellent Stanford, s'appellent Anne Haug, Jodie Stimson aussi. Et donc elle a une course de haut niveau à réaliser et de toute façon elle sait que ce sera comme ça et pas autrement. Elle a été capable de nous en faire quelques-unes des courses de haut niveau ces derniers temps. Anne Haug qui a elle véritablement illuminé le début de saison et puis qui s'est à nouveau rappelé à nos bons souvenirs en cours de saison. Anne Haug a une belle carte à jouer aussi, même si on sait que d'un point de vue de la natation c'est pas forcément son point fort. Il faudra voir si les conditions climatiques ici ne sont pas plus handicapantes que pour elle que pour d'autres. Et à voir aussi si l'équipe d'Allemagne a décidé de nous rééditer la stratégie de course qu'ils avaient employée à Hambourg et qui avait été tout à fait favorable à Anne Haug, c'est-à-dire avoir une équipière de luxe en la personne de Anja Knapp. Non Stanford, championne du monde des moins de 23 ans l'année dernière. Et désormais, elle est concernée directement par le titre mondial dans cette catégorie dite élite. Et elle sait effectivement, et c'est ce qu'elle nous dit, que désormais elle est passée de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire ceux qu'elle regardait, qu'elle admirait il y a encore seulement un an, eh bien elle a intégré cette élite-là, elle a intégré ces noms ou cette liste de noms, et pour l'instant elle prend la mesure de la chance qui est la sienne. Il faudra sans doute sortir un tout petit peu de cette attitude de contemplation et passer plus à un mode agressif. Elle a été actrice un petit peu cette saison aussi, hein. Elle a quand même gagné à Madrid, donc deuxième à San Diego. Elle nous a fait voir que ce titre des moins de 23 qui lui a tendu les bras l'année dernière n'était que la suite logique de sa progression, et cette saison a été assez exceptionnelle pour cette jeune athlète. Elle nous avait ébloui à Kitzbühel, souvenez-vous, Jodie Stimson, elle aussi, elle a une carte à jouer ici, bien sûr, ça ne dépendra pas que d'elle, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elle performe, c'est sûr, mais il faudra que dans le même temps, les autres, ses rivales principales, ratent un tout petit peu leur course. Ça fait beaucoup de si, mais en tout cas, Jodie Stimson est très très motivée, et surtout par le fait de courir ici, à domicile, devant les siens. Voilà, on a planté le décor. Les Britanniques et la Grande-Bretagne a de la chance d'avoir ses représentants. Nous, en tant que Françaises, nous n'avons que Jessica Harrison qui est présente, même si sur les autres catégories, on le verra tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir, il y avait quelques Françaises et quelques Français qui sont très bien comportés. Les étapes, vous les avez vécues, vous les avez suivies sur notre antenne pour revenir et rebondir sur les propos que vous teniez justement concernant Jessica Harrison. C'est la dernière participation au niveau international, du moins dans le cadre de ces championnats du monde et ces triathlon series de Jessica Harrison. Ce sera donc en quelque sorte son jubilé ici à Londres. Jubilé d'une très très belle carrière. D'une très belle carrière. Exact. Très très belle athlète et de quelqu'un de très très bien qui laissera évidemment, mais elle sera jamais très très loin du triathlon, qui laissera un souvenir tout à fait positif
sur le circuit et dans l'atmosphère générale du triathlon. Vous avez vu le parcours de boucle en natation, 7 tours à vélo, 3 tours en course à pied, du rythme, de la densité, de l'intensité. C'est parti donc, conditions fraîches, vous le soulignez tout à l'heure Laurent. Et puis sans doute là une grosse bagarre dès la première bouée ou dès le premier passage de bouée, parce qu'il va falloir trouver sa place. Je dirais les stratégies ne sont pas multiples, il faut être devant. Ah, c'est une certitude, on est mieux devant. Maintenant, partir devant, oui, mais à quel prix? Parce qu'il y a les 1500 mètres à gérer, mais il y a aussi le reste de la course. Mais c'est vrai que la natation en triathlon, alors c'est le cas quel que soit le niveau, et c'est d'autant plus le cas qu'on se rapproche du haut niveau. Eh bien, les franchissements de bouée, les passages de bouée peuvent être déterminants. Premier tour, sortie de l'eau, Emma Moffat devant Alice Beto, devant Sarah Groff. C'est Sarah Groff qui avait fait le meilleur départ, hein, on s'en souvient. Derrière, ça s'enchaîne. Vous voyez les noms. Alors Anna Knapp, vous l'avez vu, elle est en 4e position, ce qui signifie que si elle doit attendre Anne Haug, ça peut prendre un petit peu de temps, car elle a pris quelques coups à la première bouée. Elle a pris effectivement une somme de coups qui l'ont sans doute déstabilisée, voire même à un moment donné provoquer même sans doute un instant de panique. On reviendra un peu plus tard sur la compétition élite. On va s'attarder maintenant sur la compétition junior du côté de ces dames, format différent, format sprint. Format sprint et beaucoup de monde au départ. C'est le signe que le triathlon se porte très bien, et des Françaises dans cette course. On va les citer, les Françaises. Il y a Cassandre Beaugrand. Exactement, j'ai retrouvé la liste des noms, je les ai sous les yeux, elles sont pas très loin, elles sont ici. Alors, Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot. Donc qui sont parmi les favorites, qui peuvent avoir une épingle à sortir de la botte de foin, un petit quelque chose à jouer sur cette course. Ces demoiselles qui sont en net progrès. C'est l'américaine, en l'occurrence Tamara Gorman, qui est sortie en tête de l'eau et qui a conservé cet avantage jusqu'au franchissement de la ligne. C'est elle donc qui s'impose après 57 minutes et 8 secondes d'effort, devant la Britannique Georgia Taylor Brown et devant l'Allemande Laura Lindemann. Dites-moi, il n'y a pas un public pour cette course junior, ce qui est très dommage, puisque ces courses de jeunes, c'est l'avenir. Bon nombre de ces compétitrices, il va falloir se souvenir de leur nom, parce qu'on va bientôt les voir d'ici Rio poindre le bout de nez sur les courses qu'on suit sur Sport Plus. Cassandre Beaugrand termine 6e, Léonie Perriot 12e. Allez, la course maintenant des moins de 23 ans. Amy Charéron dans la course. Avec un format, là, je dirais pas classique, mais format M, c'est-à-dire 1,5 km, 40 et 10. Et devant, devinez qui sort de l'eau, Lucy Hall. Ah, c'est une habitude, classique, puisqu'elle le fait déjà chez les grandes, elle le fait sur les Grands Prix. Et elle sort de l'eau, elle, après 18 minutes et 5 secondes d'effort, avec un certain écart creusé sur les concurrentes directes, puisqu'elle compte à ce moment-là plus de 30 secondes d'avance sur ses suivantes. Et on voit les nations phares du triathlon qui sont là, Australie, Grande-Bretagne. Les Allemandes aussi qui sont juste derrière. C'est vrai que les Australiennes ont l'habitude de briller à ce stade-là, ou dès ce stade-là. Elles sont tellement nombreuses et l'Australie nous fournit tellement d'athlètes chez ces dames comme chez ces messieurs qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter pour le relais en l'occurrence. Et on a vu aussi quelques Canadiennes, mais là la différence, c'est que nos amies canadiennes ont un petit peu plus de mal à sauter le pas, même si que ce soit pour Kirsten Sweetland ou Paula Finlay notamment, très jeunes, elles ont eu des résultats chez les grandes, mais beaucoup de mal à confirmer. Et Amy, qu'on voit passer au demi-tour là, un petit peu décroché du groupe. 3 Canadiennes dans ce groupe, Hélène Pollock, il y a aussi Joanna Brown et puis Amélie Kretz. Plutôt bon signe là, pour on les avait vus sur la course d'Edmonton notamment. L'Australienne Charlotte McShane en vert et jaune, vous connaissez le principe. L'Allemande Anna Philippine et puis l'Espagnole Tamara Gomez Garrido. Et finalement, à ce jeu-là, c'est une Australienne qui gagne, c'est Charlotte McShane qui s'impose 1h55-38. Devant 2 Canadiennes, une autre Canadienne à la 6e place. Exact. Et 5e place. Donc 3 Canadiennes dans les 5 et Amy 9e. Anne Haug, on en parlait il y a quelques instants. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde autour d'elle. Quelques difficultés. Dossard numéro 2. C'est pour vous dire à quel point elle est considérée. Regardez, ses performances sont probantes. Mais là, seule au monde. Il n'y a personne. Enfin, c'est une image qui est non pas rarissime, mais jusqu'à présent, nous n'avions jamais vu. Et regardez l'écart. Déjà qui la sépare du petit groupe qui est là, mais alors de la tête de course, c'est colossal.
Donc elle va sortir très très loin de l'eau. Et si, comme on l'avait annoncé, la tactique est mise en place par les Allemands, Anja Knapp, qui est passée en 4e position au demi-tour, va devoir patienter un long moment. Emma Moffat, l'Australienne, double championne du monde, sort de l'eau, elle en 18,43. Derrière Sarah Groff, l'américaine. Jessica Harrison, qui est pas très loin, petite 5 secondes bien, simplement. Super bien. Hewitt, qu'on vient de voir passer. Régulière aussi, Alice Beto, l'italienne. Et oui, qui progresse aussi. Qui progresse. Alors après, ce qui nous intéresse, c'est les écarts avec Gwen Jorgensen, Jodie Stimpson, la voici, 13 secondes, Jorgensen 14 secondes. Où est Non-Stanford? 17 secondes Non-Stanford à l'instant. Transition effectuée, 7 tours de ce parcours cycliste. Des relances permanentes, des virages. Attention, le sol est glissant, il pleut, les conditions de course sont difficiles. Ceux qui sont un tout petit peu solides à vélo vont sans doute faire ou créer la différence. Les autres, ceux qui sont moins habiles, vont à mon avis avoir tendance à appuyer sur les freins. C'est peut-être pas la bonne idée. Et c'est non, en l'occurrence non. Et on l'a dit, ces filles ne sont pas toutes équivalentes d'un point de vue technique. Et ça va être assez criant de vérité sur ce parcours vélo et au fil des tours. La prise de risque est quelque chose d'individuel. La maîtrise technique est essentielle sur ce type de parcours. Et elle, Jessica, notre française, ne va pas s'en laisser compter car elle maîtrise. Oh, regardez, c'est qui? Non-Stanford, la combinaison. Mal rangé la chambre en pénalité. Exactement. 15 secondes, elle a tout gagné sur ce coup-là. Oh, la détresse sur le visage d'Anne Haug. Anne Haug, elle sort en 20 minutes 50, c'est-à-dire 2 minutes derrière la première. 2 minutes. Alors, est-ce que c'est... Oh là, il y a une petite cicatrice, c'est un petit peu rayé à la base du cou, la combinaison a frotté, donc en plus... Vu où elle sort, il n'y a peut-être pas que la combinaison qui a frotté, ça a dû frotter fort à la première bouée et ce qui l'a handicapé. Et vous voyez, regardez, Anja Knapp, elle est sortie à 8 secondes, ça veut dire qu'elle a quasiment une 50 d'avance sur Anne Haug. Et donc si elle l'attend, et ce qui va être le cas, elle va attendre un long moment. Alors voici justement Jessica Harrison, Sarah Groff, ça ce sont les athlètes qui étaient dans le premier tour. Emma Moffat aussi, Oliveira la brésilienne, régulière aussi à la sortie. Elle a une belle natation. Hein. Ouais. Anne Haug, la voilà qui attend. Non, c'est Knapp. Non, c'est Anja Knapp, excusez-moi, bien sûr. Qui attend Anne Haug. Et donc elle a lâché effectivement les partenaires de course pour... Donc clairement, elle sacrifie sa course. Hein. Proposer parce qu'à ce niveau-là, elle est même surprise. Là, elle fait des gestes. Vous n'avez pas vu Excusez-moi. Vous savez, une petite avec le même maillot que moi. Eh oui, 2 minutes de retard. André Hewitt, elle ne se soucie pas du tout de la situation de Anne Haug. Gwen Jorgensen est passée aux avant-postes. Peloton dense. Donc ça veut dire que ça rajoute, ça change le scénario initial. Si effectivement on pouvait penser que Anne Haug allait avoir un petit débours à la sortie de l'eau, mais pas 2 minutes, on est d'habitude sur les 40-45 secondes, c'était jouable pour qu'elle rentre. Là, ça va être plus compliqué. Et Anne Haug, elle insiste sur le fait que bien sûr qu'on peut être prêt, bien sûr qu'on peut être parfainement entraîné. N'empêche que le jour J, il faut aussi une petite pointe de chance pour parvenir à... Elle en a franchement besoin puisque je fais pas d'humour par rapport à cette course. Elle fait partie de ces athlètes de très... Oh, chute dans le et pas pour que vous vous taisiez, hein, c'est une chute. Et Jorgensen qui est tombé. Alors là, deuxième partie de la dramaturgie de cette pièce en 3 actes. Et Jorgensen qui perd énormément de temps indépendamment de la chute et du choc évidemment. Elle a déraillé en plus, elle va avoir un gros problème mécanique. Et là elle ne roule plus, les coudes sont... il y a du vernis qui est parti. Oui. Elle n'a pas beaucoup de gras pour amortir tout ça. Là, on la voit, Jorgensen, elle a la peau sur les os. Hein. Ça, c'est sûr. C'est pour ça aussi qu'elle nous court 31-41 à Stockholm. Et là, la course, ça change complètement de physionomie. Et notamment pour ces 2 Britanniques qui ont une voie royale pour aller chercher des points. Et les points qui vont les rapprocher du titre mondial. Regardez l'écart qui sépare le groupe de tête de Gwen Jorgensen là à 26 km de l'arrivée. Oui, parce qu'elle va même pas prendre le groupe Haug quand il va passer. Regardez le groupe Haug et regardez Jorgensen là qui est en danseuse, impossible de relancer. Voilà, donc il y a le choc. Et il y a probablement la mécanique. Et pourtant on a l'impression que mais regardez, elle a tout à gauche quasiment. Elle a tout à gauche, oui. Mais elle a quasiment tout à gauche. Emma Pallant, autre Britannique, la jeune athlète qui vient du cross-country. Elle aussi, elle a eu l'occasion de se rapprocher du goudron.
Et regardez. Alors qui est devant? C'est Nathalie Magne, une autre Britannique qui est devant Stanford. Jodie Stimson est légèrement en retrait. Et elle a ça deux bidons. Regardez, bouge. les Britanniques ont décidé, ils sont peut-être partis pour un longue distance. C'est quand même relativement rare. Elle se rapproche, Jodie Stimson. Ah bah, échaudée par cette chute de Jorgensen qui elle était quand même dans le dernier tiers du peloton, et la course est terminée pour la grande américaine, ce qui signifie que le podium est en train aussi, alors le titre évidemment elle était en tête juste avant cette étape, mais là le podium s'éloigne à vitesse grand V, ce qui ouvre la porte à d'autres, d'autant plus qu'Anne Haug est à plus de 3 minutes là-bas aussi, donc ça signifie qu'il y a des points à marquer. Jodie Stimson, elle, tout d'un coup, elle a gagné presque, je dirais, 2 places en l'espace d'un tour et demi ou un peu plus, 3 tours à vélo. Et puis quand on fait l'inventaire du groupe qui est devant, il manque quand même un paquet de favorites. Barbara Riberos qui est là-bas, il y a Meike Kellers. Confirmé, Laurent. Ouais, il y aura 15 secondes de pénalité, donc elle le sait. Donc je vous disais, Barbara Riberos, MeikeEllers, Anne Haug et évidemment c'est loin. Et derrière il y a énormément de monde. Qu'est-ce que nous dit Nan Stanford? Elle est ravie d'être ici, bien sûr, parce que elle nous parle encore une fois de la façon dont elle les voyait, je dirais presque inaccessibles il y a encore seulement une année. Et que maintenant, elle se bat tout simplement à armes égales, presque, même mieux que ça, puisqu'elle elle est devant. Et on la voit d'ailleurs, Nan Stanford, la première, là, plein milieu de votre écran, la première à poser pied à terre, le dossard numéro 3, Jodie Stimson sur la droite de votre écran, Yuri Ide, la japonaise, Oliveira, vous avez l'occasion de dire les noms. Quelqu'un dans ce groupe, Vincent. Il nous manque Jessica Harrison. Et Jessica, effectivement, qui a crevé. Elle a crevé dans l'avant-dernier tour, elle a crevé de la roue avant. Et elle va poser le vélo intercalé à un peu plus aux abords de la minute. Alors Stimson, elle a bien rangé sa chambre. Les deux Britanniques, je dirais de part et d'autre de cette ère de transition. La première à partir est une Irlandaise. Transition difficile pour Stimson, le pied qui ne rentre pas dans la chaussure. Il faut lancer tout de suite, il faut repartir. Helen Reed dans la fin du peloton. Jodie Stimson est partie. On voit le départ de Nan Stanford qui a bien compris qu'il était préférable de mettre les 2-3 secondes nécessaires pour tout ranger correctement. Là c'est sûr, parce que 15 de plus ça faisait 30. Alors du coup, stratégie simple, elle est obligée de prendre un tout petit risque, c'est-à-dire de pousser, d'accélérer pour justement pouvoir faire ces 15 secondes. Et regardez le groupe derrière. 3 minutes Riberos, Kellers, Kate Roberts, il y a du très très beau monde dans ce groupe. Donc là la problématique pour Anne Haug est simple. Arriver à rester concentré, arriver à rester motivé pour gagner des places autant qu'elle va pouvoir avec sa course à pied. Maintenant c'est une évidence qu'elle va avoir du mal déjà à mettre ses chaussures, mais en plus à essayer de sortir son meilleur temps à pied. Toujours est-il qu'il faut qu'elle gagne des places pour aller marquer des points et pourquoi pas, vu les écarts, sauver sa place sur le podium du classement final. Car il y a évidemment le classement de cette étape, mais il y a aussi en bout de chaîne le classement final des World Triathlon Series. Alors, en tout cas, Sarah Groff fait une belle opération. Moffat aussi, elles sont quelques-unes, Beto aussi, quelques-unes dans ce groupe qui étaient au-delà de la 10e place, voire au-delà de la 20e place, qui vont faire un petit bond dans la hiérarchie mondiale finale. Alors groupe de 23 compétitrices qui ont posé le vélo en même temps. Nan Stanford, championne du monde des moins de 23 ans et qui là du coup se retrouve, je dirais, propulsée. Si elle gagne la course, elle gagne le titre. En plein sous les projecteurs, si elle remporte cette épreuve, elle est championne du monde et du coup elle enchaîne championne du monde, le titre de moins de 23 ans avec le titre élite. Sarah Groff, l'américaine derrière, qui résiste. Qui visiblement est la seule à tenter une résistance. Toutes les compétitrices savent évidemment qu'elle a pris 15 secondes de pénalité et je suis assez étonné que ce groupe ne fasse pas plus l'effort pour garder cet écart, puisqu'elle va à la fin du premier tour passer avec 15 secondes sur Sarah Groff. Et donc ça signifie que si ça reste dans cet état, elle fait sa pénalité, elle ressort en même temps que Sarah Groff et pas en même temps que le groupe qui est là-bas, en même temps que Sarah Groff. Donc elle sera encore là pour la gagne. Anne Haug qui fait le maximum pour revenir. Je pensais moi qu'elle aurait pu plutôt grappiller quelques secondes pendant le parcours vélo, mais en fait elle est sortie avec 2 minutes de retard sur la tête de course en natation et elle en a pris 1,20 supplémentaire. Oui, d'autant plus qu'elle a roulé avec Nap et aucune des autres qu'elle a récupérées au fur et à mesure n'ont collaboré. Donc c'est vrai que ça a été compliqué, elle s'est fait chauffer les jambes et donc compliqué de courir vite, mais elle a une seule motivation, si elle a gardé suffisamment de lucidité et de réserve, c'est de gagner des places, toutes celles qu'elle pourra gagner pour marquer des points.
En tout cas, Stanford est partie très très vite. Alors, est-ce qu'elle est partie en sur-régime et qu'elle va faire sa pénalité et que ça va être compliqué derrière? La voilà, la pénalité. Stop. Regardez sa ventilation. Elle est relativement sereine, prête à repartir. Elle le sait. Elle a fait le nécessaire. 25 secondes sur Sarah Groff à ce moment-là. Ça veut dire qu'au bout de 15 secondes... Regardez bien en haut de votre écran, elles arrivent derrière là. Et Sarah Groff a été absorbée. Emma Moffat. Non, elle est encore là, elle est encore là. Sarah Groff et Emma Moffat. Elle repart de plus belle. Et elle repart, regardez avec quelle agressivité dans Stanford s'attaque à ce dernier tour, car là elle termine son deuxième tour. Il restera donc ce dernier tour pour en profiter, pour essayer de maintenir cet écart. On l'avait vu à la fin du deuxième tour, peut-être piocher un tout petit peu, c'était pas d'un point de vue chronométrique mais d'un point de vue un petit peu plus technique. Peut-être que ces 15 secondes lui ont permis de redescendre un petit peu les pulses, de reventiler. Elle a vu, un peu comme en Formule 1 quand on fait les ravitaux, elle est ressortie, elle était encore en tête. Donc là maintenant, c'est la voie toute tracée dans ce dernier tour, d'autant plus que Sarah Groff, elle, qui est la seule à avoir pris le risque de rester au contact. Et quand on voit les autres, les ventilations, les visages, la course a laissé énormément de traces, la météo aussi. On voit pas qui peut aller chercher Stanford. Et Andrea qui a coincé un petit peu. Derrière là-bas, c'est Ashley Gentle. Oula, Andrea Witt, la fin de saison est difficile apparemment, mais il faut dire qu'elle a commencé assez tôt sa saison. Anne Haug, elle a bien fait de mettre la visière. Elle est moins gênée par le soleil. Oui, surtout c'est un mauvais moment là, un mauvais moment, mauvaise épreuve. Vincent, c'est aussi ça le haut niveau. Je l'ai répété sur les lives, le haut niveau se joue sur des détails. Le détail de la combinaison pour Lance Stanford aurait pu être rédhibitoire, mais elle est d'un niveau, en tout cas son niveau course à pied aujourd'hui est tellement fort que même si elle était partie à égalité, même si ce groupe était arrivé en même temps qu'elle, quand elle ressort de sa pénalité, je ne vois pas qui pouvait la battre aujourd'hui. Ça bagarre derrière quand même, parce que Emma Moffat semble avoir quelques difficultés sur le dernier kilomètre. Et Reed revient, Stimson se bat comme d'habitude. Beto aussi, regardez. Ouais, Groff, elle est en train de céder du terrain. Jackson, là, ça commence à devenir un tout petit peu long pour elle. Et c'est loin d'être fait pour le Ellen Reed, Alice Beto qui elles vont faire un bond en avant. Mais c'est plus un bond, c'est une catapulte en avant dans le classement mondial. Dernier kilomètre de cet ultime rendez-vous de la saison, 8e et dernière étape des Triathlon Series ici. Jackson qui avait été aussi en son temps championne du monde des U23. Oui. Andrea Hewitt aussi, Itou. C'était en 2005, ça commence à être un petit peu plus lointain. Mais regardez, Ellen Reed qui ventile énormément, on a l'impression qu'elle est à l'agonie, mais elle est toujours là, elle est toujours au contact, elle essaye de rester au contact de Moffat. Simpson ne semble pas en mesure de pouvoir aller chercher Stanford, car elle aussi se bat pour le titre mondial. Donc c'est très compliqué. Et Stanford, on peut dire qu'elle a eu un petit peu de chance tout au long de la saison, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on se souvient de son accident. C'était à Hambourg. Sur le relais où elle a effectivement chuté lourdement. Imaginez si elle ne chute pas, ça veut dire qu'elle a un titre supplémentaire. Exactement. Puisque les Anglais étaient sur une voie royale. Sans doute une fin autre aussi. Heureusement, elle a recouvré absolument la forme ça aurait pu être vu la chute, alors qu'on n'avait pas bien vu en direct, mais on avait vu Stanford d'un côté des barrières, le vélo de l'autre côté de la route. Sa saison aurait pu s'arrêter là. Allez, c'est oublié. Elle profite, elle a raison de cette dernière ligne droite de sa saison des Triathlon Series. Non Stanford, championne du monde des moins de 23 ans l'année dernière. Elle sera donc championne du monde élite cette année. Bel enchaînement. Et elle va nous sortir un petit 33-12, moins 15, ce qui nous fait moins de 33 minutes, 32 58 sur 57 sur ce parcours. Elle avait une marge de sécurité. Elle a pris des risques. Et là, la sprint pour le podium. Moffat qui lâche. Ellen Reed tout en puissance avec les épaules. Et Simpson qui ne sera pas sur le podium de la course, mais qui assure sa place sur le podium du final. Bien sûr. Et regardez derrière, Alice Beto est là. Emma Jackson et Sarah Groff qui elles nous ont bien coincouillé. Offert une saison absolument monumentale, ces dames. Ces courses ont été un délice à suivre. Elles se sont battues comme des chiffonnières. Et bim, l'arrivée de Jackson. Elle a tenté un tacle, là, ça peut mériter un carton jaune. Ça glisse un peu. Elle n'avait pas le ballon en plus. Et Beto, 5e. Et notre Jessica qui pour sa dernière course termine à la 32e place.
avec son petit problème de crevaison. Elle aurait pu être dans les 20 et donc au classement final, elle va terminer à la 18e place. Elle était 14e. Allez, Non Stanford, devinez, elle est contente. Ah bon? Elle n'en avait jamais rêvé. Menteuse. On préfère l'écouter tout simplement parce que là ça peut sortir pendant un quart d'heure comme ça et c'est normal. Elle voulait faire un beau spectacle aujourd'hui, elle y est bien arrivée. Elle non plus, elle n'en avait jamais rêvé de la deuxième place et pourtant elle l'a fait. Elle est contente de ce retour, effectivement elle était plutôt discrète l'année dernière et Moffat de monter à nouveau sur un podium, lui convient tout à fait l'arrivée à 35e il me semble, c'est ça, Anne Haug. Et qui va sauver sa place sur le podium. Elle n'est pas tout à fait heureuse. C'est pas le même ton. Hein. Bah oui, elle nous raconte. Elle essaie de nous raconter un petit peu ses mésaventures lors du passage de la première bouée où ça a été effectivement un moment difficile. Et après, elle remercie d'ailleurs sa coéquipière pour le boulot réalisé, mais pourtant elle n'a pas économisé ses forces pendant le parcours cycliste, mais elle n'a rien pu faire et elle n'a juste simplement pu constater qu'elle partait devant et que finalement elle ne serait plus concernée par le titre mondial. Il y a de l'émotion dans sa voix. Hein. Et donc Stanford et Stimson qui terminent à la première, à la deuxième place. Donc troisième, Jorgensen qui elle perd tout dans cette course parce qu'elle est quatrième. Et puis des belles remontées. Moffat qui gagne 2 places et qui termine 6e. Ellen Reed qui en gagne 3, Sarah Groff qui en gagne 4, Alice Beto qui en gagne 6 et Emma Jackson qui en gagne 8. Pas mal ça. Puisqu'elle finit 11e, elle était 19e avant cette course. Comme quoi, et les grandes perdantes, et les grandes perdantes, c'est Meike Keller, c'est Félicité Abraham, voilà du monde. Le podium de cette triathlon série, Stanford, Stimson, Haug, Jorgensen à la 4e place, comme le dit Laurent à l'instant. Fin de saison, je dirais presque un peu surprenante. Effectivement, des faits de course, ça arrive, mais là, il y a eu une répétition de faits de course qui, effectivement, ont apporté leur lot de surprise. C'est ça le haut niveau, c'est ça Vincent. Et Jessica qui termine à la 18e place finale. Encore une fois dans les 20, Jess, bravo. Le sourire sur le visage de ces dames. Un peu de champagne sans doute, une petite pause pour ce qui nous concerne et on revient dans une seconde pour suivre la course de ces messieurs. De retour à Londres, à Hyde Park, là où les Jeux Olympiques se sont disputés, là où ce dernier rendez-vous des Triathlon Series est effectivement organisé. Alors on parle des courses élites, on parle des courses entre guillemets dites majeures, mais comme je vous le disais tout à l'heure, 8500 compétiteurs au total qui viennent participer à ces différentes courses organisées en fonction des groupes d'âge, alors chez les valides bien sûr, chez les paratriathlètes aussi. Une grande fête tout au long de ces 3 jours de compétition. Tous ont pu profiter de ces tracés. On rappelle Vincent les catégories d'âge qui sont de 5 en 5 ans, 20, 24, 25, 29, etc. de quasiment, pas de 7 là aujourd'hui, mais de 7 à 77 ans. Vous pouvez venir faire du triathlon, quel que soit votre niveau, les courses sont adaptées, les distances sont adaptées. Et là, tous ces compétiteurs, vous l'avez dit, un nombre colossal ont pu participer, non pas aux côtés des élites comme sur la plupart des triathlons que vous pouvez faire sur l'ensemble du territoire, mais en tout cas sur le même parcours et tâter du parcours des Jeux Olympiques et ensuite regardez le spectacle que vous nous proposez, les élites garçons. Allez, on l'attend ce spectacle. Alistair Brownlee, il est arrivé tardivement cette saison, mais il est arrivé de manière efficace. On se souvient de son show, de son one-man show à Kitzbühel en Autriche. Depuis, il est sur cette spirale ascendante. Il n'a jamais, comme vous le dites, ce synthé, perdu une course. La dernière course des saisons des Triathlon Series. Maintenant, il faut savoir aussi que le niveau, d'un point de vue global, c'est quand même un tout petit peu élevé. Au contact de ces Brownlee, justement, les autres athlètes ont été un petit peu obligés de renforcer leur préparation et donc ça nous offre un scénario assez improbable puisque les 3 premiers sont en 120 points, c'est rien du tout, sachant qu'il y a 1200 points accordés aux vainqueurs.
que jusqu'à présent, que ce soit Alistair ou Jonathan, ils se sont répartis les victoires dans la deuxième partie de la saison. Javier Gomez, lui, a pris effectivement les commandes un peu plus tôt, mais a dû se contenter de regarder les Brownlee couvrir un peu plus tard. Oui, et puis à Stockholm, il s'est intercalé, comme au jeu l'année dernière quand même. Et lui, Jonathan nous dit qu'il est ravi que cette configuration soit celle-ci, c'est-à-dire que maintenant, une chose est certaine, le premier qui franchit la ligne d'arrivée ici à Londres est champion du monde. Oui, puisqu'il n'y a pas d'alternative, c'est tellement serré qu'effectivement, c'est le gros avantage de cette course, celui qui franchira en tête. Il n'y a pas à savoir si l'autre doit terminer au-delà de la 5e place ou de la 10e place ou quoi que ce soit. Celui qui gagne aujourd'hui sera le vainqueur final. Ce qui est une bonne chose aujourd'hui. Il a déjà 2 titres de champion du monde à son actif. Javier Gomez, espagnol, hyper régulier, solide. Il a dû être encore plus fort, plus solide que auparavant lorsque les Brownlee ont fait leur apparition sur le circuit international. Lui, il peut gagner sur la course d'un jour, sur un circuit. Il est capable de tout faire. Effectivement, lorsque les 2 frérots ont fait leur apparition, ça nous a poussé, ça nous a malmené, ça nous a tout simplement obligés à faire consentir des efforts supplémentaires, sans doute à nous préparer de manière optimale ou encore meilleure. Et en tout cas, vérification, on assiste à des bagarres systématiquement à l'occasion des différentes étapes. Et oui, il est de plus en plus proche. L'année dernière à Auckland, sur la grande finale, il avait battu Jonathan au sprint. L'année dernière au jeu, il vient s'intercaler entre les deux. Alors Jonathan avait pris une pénalité de 15 secondes, mais peut-être aura-t-il pu malgré tout s'intercaler. Et on l'a dit tout au long de cette saison, il nous l'avait dit effectivement en tout début de saison dans ses interviews. Il a changé sa méthode d'entraînement à pied. Dans l'eau, en vélo, pas de gros soucis pour lui. Mais c'est ce petit delta à pied qu'il est obligé de gagner pour pouvoir rivaliser. On sait qu'il a un bon finish. Maintenant, il faut y être sur le finish. Donc, il faut être dans la dernière ligne droite. Donc, il a changé son entraînement course à pied. Il a dû travailler énormément pour pouvoir justement que ce petit débours ne lui soit plus défavorable. Ce n'est pas un delta, c'est une pièce d'eau, le Serpentine en l'occurrence. Ah d'accord, vous voulez jouer comme ça, d'accord. Qui accueille ses concurrents là, et Laurent. Oui. Lors de cette course, ils ont respiré une bonne fois pour toutes avant de s'élancer parce que là aussi il y a eu des premiers hectomètres à donf, comme on dit. Notre ami Richard Varga qui a pris les choses en main dès le départ, qui a étiré tout le monde. Alors on voit la tête de course en file indienne. Et là les 3 qui sont les uns à côté des autres. Et hop, un petit Alistair Brownlee qui s'est pris un concurrent derrière, un petit emmêlage, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une petite Anne Haug, il aurait pu nous faire une petite Anne Haug. Ouais, il a un peu de réserve en natation quand même, lui, ce qui n'est pas le cas d'Anne Haug. Et toujours est-il que Richard Varga, auréolé de son titre 4 jours plus tôt de champion du monde d'aquathlon, donc aquathlon, natation, course, 5 km de natation, 5 km de course à pied, eh bien nous fait toujours des natations phénoménales. Et Aurélien Raphaël était parti dans les pieds. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des petits Français qui étaient présents. Alors, il y avait Vincent, il y avait Davidos, Vincent Louis, Aurélien Raphaël, Laurent Vidal. Et Laurent Vidal. Et c'était le retour de David qui n'a pas beaucoup couru cette saison. Et qui vient après son allée olympique. Devant vous, en plein milieu de l'écran, hop, il se met à Il n'est pas à plonger. son meilleur niveau natation, mais il est là et il prépare tranquillement la saison suivante avec l'échéance. Et Laurent Vidal à droite là-bas, qu'on vient de voir. Allez. Bon, il y a moins de cassures qu'à la première bouée, ça va temporiser un petit peu devant. Mais il peut quand même se passer des choses dans cette natation. Richard Varga rehausse le niveau global et ça pique derrière. Et on sait qu'on est obligé de s'accrocher. D'autant plus que ce soit Alistair ou Jonathan, ils sont capables de rester là. Donc on sait quand on est un des favoris ou un des prétendants au titre, et je pense notamment à Mario Mola et à Richard Murray, eh bien on sait que les Brownlee sont de toute façon devant. On va voir où est déjà Javier Gomez. Richard Varga est sorti de l'eau facilement. Souvenez-vous, le premier. Vincent, on l'avait vu au passage d'une bouée, être obligé de combler le petit trou car il était dans une petite cassure, mais normalement il a réussi à recoller. Tayama, le japonais, glissade, tacle aussi. Raphaël Aurélien qui sort devant Vincent vous. était là aussi. Tony Dodds. Donc on n'a pas de vraie cassure à la sortie de l'eau, mais on a un peloton tellement effilé que le début du vélo va être énorme. Et surtout, ce qu'on avait noté, Vincent, sur le commentaire en direct, c'est que, regardez, à 30 secondes, ils sont moins de 20. D'habitude, ils sont quasiment 30 en 30 secondes. Là, ils sont moins de 20. Dans la minute, il va y avoir que 35 ou 40 nageurs qui se transforment en cyclistes puis en coureurs à pied, donc des triathlètes peut-être. Allez, pas tout à fait une transition éclair de la petit part coup de Jonathan d'œil, Brownlee. échaudé lui aussi quand il n'avait pas bien rangé sa chambre.
l'année dernière au jeu. Alistair à son tour, qui sort un petit peu loin là de cette ça nageait vite, hein. Mais ça nageait vite, effectivement. Et donc le fait que Varga mette du tempo, ça met tout le monde avec Gomez qui est là, voilà. Regardez Vincent, allez. Aurélien sont là tous les deux. Et la cassure, elle est là. C'est Justus, sa transition. Maintenant, la course est pliée par rapport à ça, ici même. Laurent Vidal, Mario Mola. On a aperçu David Haas. On n'a pas vu Richard Murray qui doit pas être très très loin. Oh, Ivan Vassiliev, on a quand même. Le voilà, Richard Murray, il passe avec le t-shirt noir. Bon nombre de prétendants, voire de favoris qui sont dans le groupe de derrière. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va essayer de rouler. Alexandro Fabian. Allez, le classement donc à la sortie de l'eau avec les écarts qui nous concernent. Les Brownlee sont là. Javier Gomez, on va essayer de situer tout de suite la position de l'Espagnol. Javier Gomez, il est à 19 secondes, il n'est pas très très loin. Non, mais il est rentré dans le groupe, on l'a vu avec Vincent Louis et Aurélien Raphaël, ils vont recoller. Et si on insiste, Vincent, beaucoup sur la cassure ne se fait pas forcément dans l'eau, elle peut se faire juste au début du vélo, dans le premier kilomètre vélo. C'est pour ça que la projection mentale doit se faire du départ jusqu'à temps que un groupe se soit constitué. Et pas juste je sors de l'eau, je suis dans le bon paquet, c'est fait. Et là, il y avait petit français. Il y avait du monde sur ce coup-là parce que les juniors. Et vous avez vu le nombre qui sont aussi 82 au départ. Pareil que chez les filles, une météo so British. Et nous avec des Français. Un petit Français qui nous intéresse particulièrement, mais effectivement il y en a plusieurs. Il y a Raphaël Montoya, aussi, Dorian Coninx. Et effectivement, ceux-là ont des raisons d'être optimistes et nous, on a des raisons de les suivre particulièrement. Et c'est Dorian Coninx qui rapidement se porte aux avant-postes, sortie de l'eau. Raphaël Montoya qui est au contact aussi. Assez efficace puisqu'il fait 8,34 à la sortie de l'eau. Donc format sprint, hein, bien sûr. Voilà, tout à fait. Et il maintient cette position. Et on a vu les deux Français qui sont dans le coup. Il a été belle allure, champion d'Europe cette année. Absolument. C'était en Turquie. Dorian, et donc là il essaye la passe de 2, il l'attend. C'est les honneurs de la couverture de Triathlète Magazine. On fait un petit coucou à nos amis de Triathlète Magazine, ça n'était pas usurpé, et il vient chercher un deuxième titre. Champion du monde junior. Et belle Dorian Coninx de Valence. Belle saison de Damien, un futur grand à n'en pas douter. Et Raphaël Montoya qui va pas finir très très loin du podium. Position. Et toujours des amis britanniques, hein. Allez, et chez les moins de 23, devinez qui on attendait. Il y en a un petit là qui pointe aussi le bout du nez. Qui fonctionne pas mal aussi. Pierre Lecor. Et oui. Et Pierre, oui, effectivement, qui on l'a vu déjà avec les plus grands. Et qui là, sur la gauche, avait une énorme carte à jouer. Très très grosse carte à jouer. Et il va prendre sa chance. Il peut faire une très belle saison parce qu'il a encore performé au niveau européen, ça c'est sûr. On le voit sur les Grands Prix. Son club est pour l'instant en tête du classement général. Ça n'est pas rien. Il reste une dernière étape à Nice le 29 septembre, que vous verrez le lendemain sur Sport Plus. Il apprend son métier et il l'apprend vite et bien. Et je pense que du côté de la direction technique nationale, vous voulez dire un certain on doit avoir un œil sur le petit gars. Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai eu l'occasion de passer un petit peu de temps avec Franck il y a 2 semaines. Et il me disait beaucoup de bien de ce garçon. Et c'est vrai qu'avec en plus des aînés comme Laurent Vidal et David Haas qui ont énormément d'expérience, il va pouvoir apprendre correctement. Et puis Vincent Louis, Aurélien Raphaël qui font une très très belle saison aussi. Et on a une équipe de France qui tient le pavé. Et voici le titre mondial pour Pierre Lecor. Moins de 23 ans, champion du monde. Pas mal, hein. Dorian Coninx, très bien. Junior, Pierre Lecor, pas mal. Il nous manque un champion du monde élite, mais bon, il faut faire preuve de patience. On a quand même nos représentants, sur le 10 bornes. Nos représentants qui flirtent avec les podiums et qui montent régulièrement dessus. Donc ça c'est bien. Retour justement sur cette course élite. Souvenons-nous du 30-38. On regardera tout à l'heure chez les grands qui a couru à cette vitesse-là. Et regardez, il a enfilé Monsieur Abbé qui fait la loi. Et les deux Français qui prennent une petite soufflante. Notre ami Neozed aussi, Tony Dodds. Et il lui dit surtout tu te mets là et tu bouges pas, tu commences pas à te laisser et Monsieur Triathlon, c'est
Polianski. Laurent Vidal, ça c'est le deuxième groupe de poursuivants avec Joao Silva, avec Richard Murray, là en noir. Tous ceux qui sont un petit peu décrochés. Attention, bien joué Joao, il a bien pris la moto, il a profité mais ça s'organise pas super bien. Il est tout seul, il attend effectivement sans doute le relais peut-être de David. Le voici David, il est là. Ouais, David avec un très bon numéro, n'est-ce pas? Ouais. Il est là déjà. Voilà, on va peu de chance qu'on le voit trop devant. Il va garder ses forces. Et rien ne va se passer, Laurent, pendant la partie cycliste. A priori, ça va jouer un peu au chat à la souris. Richard Murray qui nous fait un petit peu le show. Ouais, je suis avec des cakes, ça roule pas. Ouais mon gars, mais même Alistair va tenter à 2 reprises de s'extraire du peloton et finalement ce peloton va réunir l'ensemble de ces brebis, même les avec brebis l'impulsion égarées. de Gomez quand même qui a il deux fois été Gomez, chercher il a bossé énormément. Parce que les 2 fois ça a été la même stratégie. Alistair et Jonathan Brandley devant. Alistair part un peu en facteur, Jonathan se relève, derrière il y a un petit trou et à chaque fois c'est Gomez qui a été le chercher. L'Espagnol qui, on l'a dit, qui a travaillé aussi, qui joue son rôle de favori et qui leur fait voir, il est bien là. Et là, fait essentiel. Regardez bien. Là, voilà, la grimace. Le visage d'Alistair Brandley, inhabituel. Là, visiblement, il souffre. Regardez son visage. Et on le saura plus tard. Pour ceux qui ont suivi la course en direct. Ouh là là, oui, il a très très mal. Sans souvenir, sans doute, il a mal. Il a mal à un tendon. Il a mal à un tendon d'Achille. Alors, le problème du tendon d'Achille, c'est que ça fait mal. C'est une évidence. Quand il est inflammé, c'est terrible. Le deuxième problème, c'est que vu le pied qu'a Alistair, c'est-à-dire il attaque avant-pied, beaucoup de rebonds, c'est des contraintes énormes. Il n'attaque pas du tout talon, donc c'est des contraintes énormes sur le tendon d'Achille. Et surtout, quand on a une petite tendinite et qu'on est obligé de courir une centaine de mètres pieds nus, ça titille encore plus. Et vous l'avez vu à la sortie de l'aire de transition, il a quasiment jeté l'éponge immédiatement. Alistair incapable de suivre le rythme imposé par les premiers, notamment par son frère ou par Javier Gomez. Est-ce qu'ils s'en sont aperçus? Sans doute. En tout cas, il ne leur a pas fallu longtemps pour s'apercevoir qu'Alistair n'était pas dans le groupe en tête. Alors, est-ce que le tendon va chauffer tranquillement et tout? Il y a quand même peu de chance. Oui, parce qu'il est capable de revenir aussi, mais bon, quand même. Et là, regardez, ça boitille, ça ondule. C'est pas son pied habituel. Il peut pas pousser, il n'y arrive pas. C'est impossible, chaque rebond est une douleur. Par contre, ce qui s'est passé dans le vélo, c'est que le groupe de chasse, à la faveur des 2 derniers tours, a regagné quelques petites à grappiller, quelques petits paquets de secondes, ce qui fait que les coureurs à pied comme Mollard, Richard Murray, Laurent Vidal, Davidos sont à portée de fusil. Et là, autre fait, donc, vous l'avez signalé, on l'a vu en plein, c'est Alistair Brandley qui est en tête du championnat du monde, mais avec un écart tellement faible que le titre est en train de se jouer sur Javier Gomez et sur son frère. Et lui, il va falloir qu'il aille au bout comme un hog pour essayer de préserver sa place sur le podium. Mais derrière, les Mario Mola, les Richard Murray ne sont pas si loin que ça et ça va être très très compliqué. Alors imaginez-vous ce qui se passe dans sa tête. C'est terrible. Et imaginez ce qui se passe dans la tête de ces deux-là, car ils ont déjà vécu ça à plusieurs reprises. Ça ressemble effectivement à un remake. Et jusqu'à présent, cette configuration de course a plus souvent souri à l'Espagnol en rouge qu'au Britannique en noir. Et là, Javier Gomez, dans son style caractéristique, pour l'instant, il patiente dans la foulée de Jonathan Brandley en se disant sans doute que c'est peut-être un jour avec. C'est peut-être un jour avec. Nous sommes au Commonwealth. Il fait pas très très beau. Non. Ils sont tous les deux devant. Ça nous rappelle Auckland l'année dernière. Il avait gagné au sprint. Et ce que je n'avais pas signalé et noté principalement sur le live, c'est il est évident. Il faudrait prendre les images de l'année dernière, c'est une évidence, mais même les images de ce début de saison et regarder le pied de Gomez. Son attaque a évolué techniquement. Il a insensiblement déplacer ses appuis plus sur l'avant-pied. Il est beaucoup moins en puissance, il est plus en réactivité. Il a progressé à pied, il a dû travailler comme un dingue. Il savait que ce n'était que la seule solution pour pouvoir le faire. Et Alistair qui décidément nous surprend, parce que là tout à l'heure il était, je dirais presque au diable Vauvert, en train de souffrir, et comme disait Laurent aussi, sans doute le tendon est en train de chauffer suffisamment. La douleur est peut-être moins ou plus supportable, mais il n'empêche que là il a essayé de revenir, il a posé une petite accélération, mais après le demi-tour on a vu que c'était quand même sans avenir. Et les 2 meilleurs coureurs à pied pour l'instant du groupe de chasse, les voilà, c'est Mario Mola et Laurent Vidal. Richard Murray est légèrement décroché, ils viennent de déposer Brandley, donc ça c'est pas fréquent. Ils sont en train de rejoindre Vincent va avoir des bons points de mire, il faut tenir. Aurélien qui était dans le groupe de tête a chuté progressivement un peu plus loin dans le classement. Alors imaginez-vous il faut être ce qui se passe dans sa tête.
Allez, c'est terminé pour ce qui concerne Alistair Brownlee. Ce qui nous intéresse et ce qui intéresse l'ensemble de ceux qui suivent ces compétitions, c'est ce final, ce combat, ce mano à mano entre Javier Gomez et Jonathan Brownlee. Derrière, pour les places d'honneur, je dirais presque c'est une autre histoire, mais pourtant c'est loin d'être fait. C'est Mola qui, s'il grappille encore des places, là, il va sans doute aller chercher Roy. Polianski, lui, il marque des points et il se repositionne, puisqu'Alistair va être beaucoup plus long au classement sur le podium final. Le podium, effectivement. Et des places d'honneur, il en a quelques-unes. Hein, Vincent Louis, Laurent Vidal, ils sont là tous les deux. Allez, il faut s'entraider, bon les garçons. Tout ça, c'est très très bon signe. Vous voulez dire avec un champion du monde junior, un champion du monde des moins de 23. De là, et David Hoss qui est là. Il est là, David, il revient aussi. Il n'est pas au meilleur de sa forme, mais il tient quand même, il tient son rang dans cette course. 4e au jeu, on vous le rappelle, l'année dernière. On a une équipe de France qui, avec Aurélien Raphaël un peu plus loin là-bas, mais qui a fait une belle saison avec des places d'honneur à Stockholm, à Madrid notamment. Eh bien, on a une équipe de France et puis regardez qui est au milieu de ce groupe. Incroyable image. Alistair Brownlee qui d'habitude est devant, seul la plupart du temps, est au milieu de la foule là, tout simplement, incognito ou presque, parce que ceux qui le dépassent savent bien que cette situation est suffisamment rare pour être appréciée. On se souvient au demi-tour, il était quasiment à l'arrêt, on l'a vu essayer d'économiser la tension sur son tendon d'Achille. Et Gomez qui met une petite pression. Il reste un tour, le dernier tour de la saison de cette Triathlon Series. Gomez, Brownlee, en l'occurrence le plus jeune, Jonathan. Mola qui est passé en 3e position là-bas. Et derrière, c'est Polianski qui résiste en 4e position. Et les deux Français qui vont revenir sur Roy, peut-être sur Polianski. Donc des places d'honneur pour les Français, c'est intéressant. Mario Mola qui s'accroche. Il est au taquet, le Mario Mola. Fond. 2e à Auckland, Mario Mola en début de saison. 2e à Kitzbühel. Et la pluie qui se remet. Effectivement, jusqu'à présent, ils étaient peinards, à l'abri plus ou moins. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils courent sur le côté, ils sont sous les arbres en fait. Oui, en fait. Mais en cherchent pas d'ombre, ils cherchent l'abri. Jonathan Brownlee, lui, il sert Javier Gomez sur la droite. Enfin, il l'empêche de passer sur son côté droit. Donc il s'attend à ce qu'il passe effectivement de l'autre côté, car la ligne droite approche et ça va se terminer au sprint. Regardez l'écart qui sépare les deux hommes et la pointe de vitesse de Jonathan qui est derrière. Contré par Javier Gomez, il va trouver les ressources nécessaires dans ce dernier 100 mètres pour venir finir et prendre la première passe. Quel finish. Et on a vu Jonathan, on l'a dit à l'antenne quand on était en direct, il s'est crispé, la vitesse se trouve et ne peut s'obtenir que sur le relâchement. Même si la mâchoire était serrée sur Gomez, techniquement c'était beaucoup plus relâché, c'est pour ça qu'il a été un petit peu plus vite. Et du coup, notre ami espagnol va chercher son titre. Et oui, il va chercher le titre pour la 3e fois. Javier Gomez, vice-champion du monde, Jonathan Brownlee. Et à la 3e place. C'est la course qui va décider du. La 3e place sera donc. C'est la course qui décide du podium par Mario Mola. Alors c'est une affaire, c'est soit 2 Britanniques, un Espagnol, soit 2 Espagnols, un Britannique. Voilà, on joue un peu. Polianski qui a résisté aux Français. Et c'est Vincent Louis qui sur la fin prend le meilleur sur Laurent Vidal. Mais les Français qui vont faire 4 et 5. Davidos qui va faire une excellente course aussi, qui va faire 12e. Donc les Français qui sont là. Et je parlais des 30-38 de Pierre Lecor. 30-38, c'est le temps exact de Polianski qui termine 4e aujourd'hui. Javier Gomez, lui, court en 29-34. Ah oui. C'est dingue, je peux à peine le croire. Quelle course! Je pense pas que ce soit forcément la meilleure course qu'il m'ait été donné de courir, mais je me sentais un petit peu peut-être fatigué avant le départ. Enfin bon, j'avais pas mal bossé quand même pour justement être en forme ou pouvoir avoir ce style de finish. Mais là, sincèrement, énorme, c'est énorme. Ah, c'était une course de dingue. Pour être honnête, je suis pas satisfait de ma 2e place, mais j'ai pas pu contrer Javier Gomez dans les derniers mètres. C'est comme ça, il faudra s'y faire. Ça me satisfait pas, mais bon, je suis 2e, mais de toute façon, il n'y aura pas d'autres résultats. Ah, c'est incroyable. Je me sentais très bien sur la course à pied, suffisamment à mon aise pour finir fort. Cette 3e position me comble absolument. Bien sûr, on sait qu'Alistair n'a pas couru à son niveau. On aurait dû normalement le voir davantage en tête de course, mais c'est comme ça. Ce sont des courses à surprise. Et là, c'était vraiment le cas. Je suis très très heureux pour Javier qui mérite ce titre mondial.
Et il va finir la course, Alistair, mais il ne marquera pas suffisamment de points pour rester sur le podium. Et comme Gwen Jorgensen, cette dernière course lui aura été fatale. Elle aura été fatale aux deux leaders puisqu'il va terminer lui aussi 4e. Donc on l'a dit, Vincent Louis 5e, Laurent Vidal 6e, Davidos 12e et Aurélien Raffalet 33e. Ce qui fait que nos petits Français terminent Laurent Vidal à la 7e place finale, Vincent Louis à la 10e. Aurélien Raphaël un petit peu plus loin, je le tiens, il est 19e. Pierre Lecor, qui n'ayant pas fait cette course, termine quand même 31e. Et Davidos plus loin, mais on l'attend pour bien sûr pour la saison 2014. Et la saison 2014, puisqu'elle va être intéressante à partir du mois de juin. Avril même. Oui, mais il y a des petits points à les marquer pour Auckland, Yokohama, c'est le nouveau programme. Chicago, Hambourg, Stockholm, et ça se terminera à Edmonton. Voilà. Ça nous rappelle des choses et on l'a commenté sur Sport Plus, la Coupe du Monde d'Edmonton. Donc le classement définitif, c'est celui-ci: Gomez, Brownlee, Mola. Nouveau titre, le 3e donc pour Javier Gomez. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de revisiter cette saison des Triathlon Series, de vivre les dernières étapes de Coupe du Monde. N'oubliez pas, lundi 30 septembre, la dernière étape de ce Grand Prix FF3 qui pour l'instant n'a encore pas donné son verdict. Tout reste à courir du côté des dames comme du côté des messieurs. Alors soyez présents. Salut. Bye bye.